Enchaînons avec la dernière, la troisième partie. Après avoir montré que la solitude était prouvée dans l'éros, par l'éros, après avoir montré que la solitude faisait l'objet d'une contre-épreuve dans la philia, montrons que la solitude est prouvée dans la proairesis. Dans la proairesis, autrement dit dans le choix. Notre histoire, nous chantons, rappelez-vous, aujourd'hui, notre histoire se termine au moment où, je cite, « alors que tous ses braves compagnons sont morts, 7 ans plus tôt, et que voici 17 ans maintenant, je cite, qu'il souffre loin de ses amis, resté dans sa patrie, Ulysse donc, que Calypso a sauvé des eaux et qui le couvre d'amour depuis à Ogigi, Ulysse décline l'offre qu'elle lui fait de rester à ses côtés pour l'éternité, préférant défier le sort et, une fois encore, tenter de rentrer à bon port. Pour sûr, pareille proposition ne va pas sans raison. Reprenons. Profitant d'une absence de Poséidon, parti festoyer en Éthiopie pour plaider sa cause auprès de son père, Athéna, qui est la protectrice d'Ulysse, a réussi à avoir ordonné le retour d'Ulysse par le roi des dieux, son père, Zeus, et ceci ordonné donc à sa délicieuse hôtesse, à Ulysse, Calypso. On le sait, Zeus envoie Hermès dire à Calypso la nécessité de laisser aller Ulysse. Comme si elle-même, Calypso, n'éprouvait aucun sentiment pour le héros, Calypso se doit, je cite l'Odyssée, de le renvoyer au plus vite dans ses foyers pour cette raison que sa destinée n'est pas qu'il meure loin de ceux qu'il aime. Loin de ceux qu'il aime. Ça fera toujours plaisir à Calypso qu'il aime, justement, loin de ceux qu'il aime. Alors vexée, bien sûr, mais fière, la divine maîtresse, Calypso, s'exécute et déclare à son amant qu'elle va donc l'aider à rentrer dans la mer. Méfiant, Ulysse, lui, la somme surtout de jurer sur le Styx de ne point lui nuire. C'est que Ulysse sait bien la passion que Calypso lui voue de partager sa couche, lui qui le fait par nécessité, qui le fait désormais par nécessité. La sienne de passion pour Calypso a en effet disparu. Et pour cause, je cite l'Odyssée, la nymphe ne lui plaisait plus. La nymphe ne lui plaisait plus. Vexée, mais fière, la divine maîtresse, Calypso, s'exécute, jure donc sur le Styx, de ne point nuire à Ulysse, et présente bientôt à son amant cette alternative, au risque de s'attirer les foudres de Zeus. Voilà l'alternative. Si Ulysse reste, il aura la certitude d'échapper à tous les malheurs de l'humanité dans l'assurance de la véritable immortalité. Non pas l'immortalité qui avait été accordée au prince troyen Titon, dont la déesse de l'aurore, Éos, était tombée amoureuse, et qui, arrivé jeune dans son palais, Titon, avait vieilli au bout de quelques années pour n'être plus à 200 ans qu'un spectre vivant. Non. Ce que garantit Calypso à Ulysse, c'est la véritable immortalité, celle de la belle maturité et de la pleine santé, assurée par le nectar et l'ambroisie, la nourriture des dieux, et sublimée justement par sa propre flamme à Calypso, la flamme d'une déesse bien plus désirable que la plus plaisante des femmes. En revanche, si Ulysse part, il aura l'assurance de n'être épargné ni par la vieillesse, ni par la maladie, ni par la mort. Assurance compensée par la certitude de n'en avoir aucune de certitude, ni celle de pouvoir effectivement rentrer au pays, ni celle de savoir heureusement retrouver les siens, en dépit de le vouloir. Un peuple qu'il aura fallu diriger, une épouse qui aura pu se remarier, un fils qui sera devenu un étranger, devront par Ulysse être reconquis, ce qui augure d'autres aventures, rendant tout sauf sûr le projet d'une vie en paix. Voilà donc le deal. D'un côté, l'immortalité, généreuse et amoureuse, de l'autre, la finitude, dangereuse et sans doute coûteuse. Or, sans coup férir, sans même paraître y réfléchir, Ulysse opte pour le second terme de cette alternative.
Alternative qui, pour lui, ne semble en rien un dilemme. Tant pis pour les épreuves à venir, il en a connu d'autres, et des pires. Lui qui, justement, est un homme, je cite, au cœur endurant tous les maux. Alors, il faut, me semble-t-il, s'étonner de ce choix. De ce choix. D'abord de l'existence de ce choix. Dans ce monde grec où les hommes sont largement gouvernés par les dieux, qui décident pour eux, mais des dieux qui eux-mêmes sont gouvernés par le destin, lorsque le destin a décidé contre eux, c'est là ce que les Grecs appellent la moira, pour une fois, un droit est accordé par une immortelle à un mortel, par Calypso à Ulysse, un droit qui du reste est accompagné effectivement d'une connaissance. Calypso éclaire la lanterne d'Ulysse pour augmenter encore sa liberté, pour faire le bon choix. Calypso ne se contente pas en effet de laisser Ulysse se déterminer en toute indépendance, mais de manière arbitraire. Elle lui permet de le faire en toute connaissance de cause et par la même de manière autonome, pour revenir à la distinction évidemment entre l'indépendance et l'autonomie. Calypso joue ici franc jeu. Calypso joue ici franc jeu alors que on l'accuse souvent, Calypso, d'être une cachottière. On a en effet souvent rapproché Calypso, le prénom Calypso, du verbe grec kaluptein qui signifie cacher. Alors, évidemment, Calypso aime les cachotteries. Calypso vit cachée, hors du monde, et du reste, elle cache aux yeux du monde celui que son amour retient dans la solitude, d'Ogygie, Ulysse. Ogygie où chaque jour est une répétition du précédent, et donc chaque nuit, fatalement, même passée à deux, finit dans l'ennui, puisque dans l'entre-soi. On revient au motif de l'ennui, l'entre-soi, la haine de soi. C'est pourquoi succomber au charme de ce jardin secret qu'est Ogygie, jardin secret dont rêvent tous les amants du monde pour célébrer leurs noces, serait en réalité pour Ulysse, renoncer à la vie et à ce qui fait le sel de cette même vie, à savoir ses accidents, bons ou mauvais. Ulysse a-t-il été sensible à ces détails qui, pour certains commentateurs, ne trompent pas sur l'atmosphère mortifère qui baigne l'île d'Ogygie? Alors quel détail? Un paradis, c'est vrai, mais un paradis savamment ordonné, quoique parfaitement sauvage. Un paradis habité par des oiseaux, certes, mais qui sont des rapaces ou des carnassiers. Un paradis boisé, vert, verdoyant, et en même temps couvert de résineux aux connotations funéraires, lorsque ces mêmes arbres ne sont pas tout simplement secs. Quand on fait attention donc à l'endroit où Ulysse, l'éperon rocheux sur lequel Ulysse aime regarder la mer, est effectivement entouré d'arbres qui sont morts. Bref, Ogygie est un endroit idéal qui, cela dit, a tout l'air d'être un endroit fatal. L'Odyssée ne débute-t-elle pas d'ailleurs par l'annonce presque brutale de la survie du roi d'Ithaque en un pays si désolé qu'il eût été normal de considérer qu'Ulysse y était décédé? Il faut donc s'étonner de l'existence de ce choix laissé à Ulysse, et comme il faut s'étonner non seulement de son existence, mais de l'essence de ce choix. L'essence de ce choix. Deux options sont proposées par Calypso. L'immortalité amoureuse et heureuse contre la finitude dangereuse, aventureuse. Bien sûr, entre ces deux options qu'elle expose, chacun sait à laquelle va la préférence de Calypso. Il n'en demeure pas moins que c'est à Ulysse seul que Calypso laisse le soin de faire entre ces options la différence. Et c'est bien contre Calypso que Ulysse penche, que Ulysse tranche. Il s'agit donc, on l'a dit, d'un refus. Quand je dis on, bien évidemment, je ne peux que renvoyer au bel article, au célèbre article de Jean-Pierre Vernant, Le refus d'Ulysse, paru dans Le Temps de la Réflexion en 1982. Le refus d'Ulysse. Il s'agit bien d'un refus, on l'a dit. Mais ce refus, on l'a saisi trop souvent comme un rejet, quand il ne s'agit pas de cela, mais
ex vi termini, par définition, d'une inacceptation. Ce refus n'est pas un rejet, c'est une inacceptation, c'est-à-dire un refus d'accepter. En l'occurrence, très exactement, une fin de non-recevoir. Alors, je vais m'expliquer sur cette distinction à faire entre ce qui serait l'objet d'un pur rejet, ça n'en est pas un, et ce qui pourrait constituer donc une inacceptation, un refus d'accepter. Ulysse ne nous aide guère, lui qui avouera seulement chez Alkinoos que Calypso n'a, je cite, jamais pu persuader son âme au fond de son cœur. Donc de choisir évidemment le parti qu'elle eût préféré, le voir prendre, celui de l'immortalité amoureuse et heureuse avec elle à Ogigi. Alors pour tenter de comprendre ce refus, il nous faut donc nous inscrire en faux contre cette interprétation, voulant que si Ulysse renonce à une vie où il ne connaîtrait pas la mort, à Ogigi, c'est qu'une telle vie cachée mais heureuse, vie heureuse mais éhontée, ne serait rien d'autre qu'une mort à la fois sociale, au sens où son exil n'en finirait jamais, et une mort mémorielle, au sens où la notoriété d'Ulysse, elle, finirait à jamais. C'est une interprétation courante. Ulysse renoncerait, encore une fois, à une vie immortelle parce qu'il risquerait d'être oublié dans la mémoire des hommes et de manquer tout simplement de sa patrie, de sa cité. Si c'est bien la crainte de son fils, Télémaque, que son père, Ulysse, passe de vie à trépas dans l'anonymat et le secret, on se rappellera que ce n'est pas celle du père qu'est Ulysse pour son fils Télémaque. Ulysse feignant d'être fou, afin de ne pas partir pour Troie. Et si, lors de la tempête qui les suit, en quittant Calypso, Ulysse regrette de n'être pas mort à Troie, comme Achille, au combat, ne sait-il pas, pour avoir rencontré l'âme d'Achille, combien celui-ci regrette le choix qu'il fit, vivant, de perdre la vie sur le champ de bataille plutôt que de gagner sa vie dans un champ de paille. Ulysse sait. Ulysse n'est pas doué de métis, d'astuce, de ruse, d'intelligence pour rien. Nul ne peut tout avoir. Nul ne peut à la fois bénéficier de la fierté, voire de la félicité, du renom, qui fera de lui l'égal des dieux, et en même temps des distractions comme des satisfactions de la maisonnée, qui ferait de lui un homme parmi ses pairs. Il faut choisir. Il faut faire un choix, proairesis. Or, ce choix semble chez Ulysse fait dès le départ, car depuis son départ d'Ithaque, Ulysse, plutôt que le kléos, le bruit, la renommée, le renom, Ulysse s'est résolu à chérir le nostos. Le nostos, le retour, la nostalgie qui l'accompagne, une nostalgie de sa terre. Qu'on se le dise, cette interprétation, voulant encore une fois qu'Ulysse renonce à ce que lui propose Calypso parce qu'il mourrait dans l'esprit des hommes et se mourrait sans les siens, cette interprétation ne tient guère, car ce n'est pas la gloire à laquelle on l'imagine parfois vouloir accéder qui fait à Ulysse refuser l'immortalité. C'est l'honneur auquel on n'imagine pas Ulysse pouvoir renoncer qui lui fait accepter la finitude. L'honneur, plutôt que la gloire. L'honneur plutôt que la gloire. Accepter la finitude, refuser l'immortalité. On a là une fin de non-recevoir au sens strict, c'est-à-dire juridique du terme. Ulysse n'attaque pas de front la proposition que lui fait Calypso. Il neutralise sa demande, ce qui est, encore une fois, strictement une fin de non-recevoir. Il neutralise sa demande, au sens où le mortel qu'il est
se doit d'être à la hauteur de sa condition de mortel. Et être à la hauteur de sa condition de mortel, tenir son rang, ne peut se faire pour Ulysse qu'à rompre son banc. Rompre son banc. Rompre son banc, l'expression est parfaitement bien choisie, puisque littéralement, elle dit la fuite du lieu dans lequel on est interné pour s'en revenir là où on n'a plus le droit de résider. Rompre son banc. C'est exactement, finalement, ce qui revient à Ulysse. Ulysse qui, pour ce faire, défie les dieux qui le malmènent et qui, ce faisant, se fie aux hommes qu'il aime. Défie les dieux, Poséidon bien sûr, Zeus, qui le châtie après le sacrilège opéré contre les bœufs, les vaches d'Hélios. Donc il défie les dieux qui le malmènent et il se fie aux hommes qu'il aime. Pénélope, dont il croit en l'attente, Télémaque, dont il espère la reconnaissance. Défier les dieux, se fier aux hommes, assumer sa liberté, pour ne pas dire son libre arbitre. Alors d'aucuns objecteront à raison, d'une part, quand je parle de libre arbitre, qu'il faudra bien plus d'un millénaire après Homère pour parvenir à se faire une idée tout à fait claire du libre arbitre, ce pouvoir que s'attribue l'homme de choisir entre deux actions contraires sans être déterminé par aucune nécessité, ni influence extérieure, les pressions de toutes sortes, ni influence intérieure, les passions que l'on porte. Et deuxième objection, certains feront valoir que lorsqu'il arrive qu'Ulysse, dans l'Odyssée, doive se décider selon son intuition, c'est une expression de l'Odyssée, se décider selon son intuition, ainsi de la meilleure façon de passer Charybde et Scylla, par exemple, il ne le fait guère sans suivre les conseils qu'on lui a donnés, en l'occurrence ceux de Circé, qui lui a suggéré justement de préférer raser Scylla au risque de perdre quelques matelots, plutôt que de flirter avec Charybde et de voir sombrer tout son bateau, ce que fait précisément Ulysse. On le voit dans cette situation de détermination, tout indique qu'il faille plutôt raser Scylla que d'affronter Charybde, comme quoi voilà, la peste et le choléra ne s'équivalent pas. Dans cette situation de détermination, qui est donc très loin d'une situation d'indifférence, et alors que de toute façon, les deux options ne manqueront pas de se réaliser, Ulysse perdra des marins à Scylla et Ulysse verra sombrer son bateau dans Charybde. Donc dans cette situation de détermination très loin d'une situation d'indifférence, et alors que de toute façon les deux options ne manqueront pas de se réaliser, quelle que soit celle à laquelle finalement Ulysse pourra se ranger, on est loin du libre arbitre, pour le dire plus simplement. L'épreuve arrivée, le capitaine qu'est Ulysse prend ses responsabilités. Ulysse décide, Ulysse dirige, peut-être pas de libre arbitre, mais de la liberté. Ulysse décide, Ulysse dirige dans la solitude de l'homme. Il décide, il dirige dans la solitude de l'homme. Alors, dans la solitude du chef, dira-t-on, mais plus encore, dans la solitude de l'homme qui, plus qu'être maître de ses âmes, veut, face à Calypso, rester maître de lui-même. Rester maître de lui-même. En effet, ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est libre. Ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est libre. Phrase de Schopenhauer. Schopenhauer, déduisant de cet axiome, ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est libre, que qui n'aime pas la solitude n'aime donc pas la liberté. Qui n'aime pas la solitude n'aime donc pas la liberté. Ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est libre, qui n'aime pas la solitude n'aime donc pas la liberté. Mais il n'y a pas que cela que nous devons déduire. Ce n'est que lorsqu'on est seul qu'on est libre. Par où il faut conclure que l'on assume sa liberté, qu'en cessant de tromper sa solitude. Je me permettrai de conclure
À la question de savoir si c'est ainsi, seul, autrement dit, que les hommes vivent, il faut répondre par l'affirmative. En répondant à l'objection de la faiblesse de l'induction par l'affirmation de la force de l'exception. Je m'explique. Certes, je n'ai ici retracé que le sort d'un seul quidam, Ulysse, aussi célèbre soit-il, et du sort d'un seul quidam, aussi célèbre soit-il, ne devrait-on pas logiquement préjuger de celui de toutes les âmes, qui, elles, ne seront pas aussi illustres que lui. Mais de tous les héros que nous connaissons, Ulysse est certainement celui qui illustre le mieux notre condition de mortel, parce qu'il exalte le plus notre finitude. Ulysse refuse d'être un dieu afin de rester jusqu'au bout un homme. Il offre dans ses vicissitudes, ce faisant, ses lettres de noblesse à notre solitude. Voilà le point où je voulais vous mener, point qui sera donc ma conclusion, quoiqu'il me reste véritablement à remercier très sincèrement Cécile Duverne, sans laquelle bien évidemment ce cycle, comme tous les autres des Mardis de la philosophie, n'aurait pu avoir lieu, celle sans laquelle le mien particulièrement n'aurait pu se faire. Je voudrais juste la remercier vraiment, véritablement, sincèrement, du fond du cœur. Cécile Duverne est une accoucheuse de philosophes. Je ne sais pas si j'en fais partie, mais en tout cas, de livres, de propos philosophiques, à tout le moins. Alors, à défaut de pouvoir lui offrir véritablement une fleur, elle sera virtuelle. Voilà, chère Cécile, un camélia de mon jardin. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes et à tous, à Cécile particulièrement, en espérant peut-être donc à nouveau retrouver les Mardis de la philosophie. Merci à vous.